Par exemple, quand il y a eu l'histoire de la petite sirène avec Ariel, on a vu les petites jeunes femmes, les petites jeunes filles devant leur télé, voir une petite sirène noire, elles étaient contentes. La représentation, voir quelqu'un qui te ressemble faire quelque chose, te donne l'envie et l'idée et la certitude même de te dire que, ah, si cette personne qui me ressemble comme ça fait ça, c'est que je peux le faire. C'est quoi leur mantra? C'est quoi leur... En fait, c'est quoi leur... Qu'est-ce qui les draine? C'est quoi leur objectif de vie? Être trop pauvre pour essayer invisible. Faut que tu cries ce que tu es capable de faire. On est d'accord. Et moi, j'avais envie de revenir sur une expérience et je veux savoir, je veux que tu nous partages, voilà, comment tu l'as vécu. Euh, Tu as fêté ton anniversaire dans un monastère bouddhiste. Je me suis dit, mais qui fait ça? Tu vois, qui fait ça? Mais en y réfléchissant, je dis, il doit avoir un truc. Tu dois peut-être avoir vécu un truc spécial. Déjà, le fait d'être dans un monastère bouddhiste. Bon, tu vas nous expliquer un peu après. Mais déjà, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de partir en Corée du Sud? Ok. Je vais répondre en plusieurs points. Déjà, enfin, moi, je pense que je suis légèrement, à ne pas prendre dans notre contexte, un peu sadique. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si c'est du sadisme ou c'est de l'envie de progresser, mais j'aime bien me mettre en danger. Ok. Bon, dans la limite, Sortir de ta zone de confort. sortir de ma zone de confort, mais souvent et beaucoup. Quand je suis arrivée en France, j'étais à Clermont-Ferrand. C'était un choix volontaire. Je connaissais personne à Clermont. J'avais de la famille dans d'autres endroits de la France. J'aurais pu aller en famille. Mon père voulait que j'aille en famille. Je me suis dit non, il faut que j'apprenne. Enfin, en fait, c'est difficile. Parfois, je pleure. Mais je me dis, je dois passer par ça et tout. Parce que, enfin, en tout cas, je trouve que je suis relativement privilégiée dans la vie. Je n'ai pas eu à beaucoup souffrir. Donc, si je ne m'habitue pas à ça et qu'un jour quelque chose arrive, comment est-ce que je saurais gérer ça? Donc, tant que je peux, dans la limite du raisonnable, sans être folle non plus, Ok. j'essaie de me mettre en danger. En tout cas, sortir de ma zone de confort. Donc, ça passe par le fait d'aller à l'étranger ou partir dans des endroits un peu particuliers. Ok. Je crois que ça se dit. Ok. Comment est-ce que je me suis retrouvée en Corée du Sud? En gros, dans mon cursus, j'avais quelques semaines à faire à l'étranger. Donc, je suis partie en Corée du Sud en summer school, autour de tout ce qui est data appliquée à la santé, etc. etc. Et cette période-là tombait ou coïncidait avec mon anniversaire. Ok. Et moi, un rituel que j'ai appris d'un de mes maîtres de stage il y a quelques années, moi, mon anniversaire, c'est d'essayer de on faisait toujours le bilan, on disait ça quand on était petit, tout faire le bilan, demander à Dieu pour les chrétiens de nous aider pour la nouvelle année, prier et tout. Mais ce que mon maître de stage m'a appris, c'est de vraiment faire un bilan sur papier et s'écrire une lettre comme une promesse pour le soir dans un an. Ok. Donc, quelque chose avant ton anniversaire, tu reçois la lettre, Ça, c'est intéressant. tu la ça. lis, si ça s'appelle Future Me, tu t'envoies la lettre. Ok. Tu la lis et du coup je te dis c'est ce que je me suis promis, est-ce que vraiment je suis arrivée à ça? Parce qu'on a tendance à oublier. Ouais. Et du coup tu t'écris une nouvelle lettre de ton anniversaire pour le toi dans un an. Et déjà même le fait d'écrire ce qu'on veut, ce qu'on visualise, ça change beaucoup de choses. C'est tout un art aussi. Exactement. Et du coup, c'est une habitude que j'ai prise et moi, j'aime bien être le centre de l'attention le jour de mon anniversaire, mais c'est pas un jour que j'apprécie particulièrement. Parce que, bon, on est dur avec soi-même. J'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de choses que je dois encore faire. Ok. Et donc, c'est pas un jour que j'apprécie particulièrement. Donc, j'ai besoin d'être en retrait. En général, je reste en retrait, juste je passe du temps en famille, ou que ce soit s'il y a une petite fête ou tout ça, bref. Donc, quand je suis allée en Corée, moi, je suis une fan de monastères. En France, ici, je vais dans des monastères, mais plus des monastères catholiques. Pourquoi les monastères? Je l'ai dit vite fait un peu avant. Je disais quand j'étais petite, je restais sous les tables. Oh ben la petite souris. En fait, personne ne me croit quand je le dis, ça me fait rire. Mais il y a en psychologie ce qu'on appelle ton self et ton faux self. Moi, je pense que j'ai un faux self. Pas que ce soit de l'hypocrisie, mais une personnalité que je me suis construite
et que les gens pensent que c'est moi, alors que c'est pas totalement le vrai moi. Je connais le vrai moi, je le cache, Mhm, et j'ai le moi sociétal. mhm. Et le vrai self, moi en tout cas, j'ai besoin de mon calme. J'ai besoin de me retirer. La vie va trop vite. J'ai besoin de prendre du recul, de ralentir Mhm. de temps en temps. J'ai besoin de ouf. Où est-ce que je suis? Voilà, checkpoint. Voilà, on appelle ça comme ça. Tu es à la bonne place. C'est ça, c'est Ralentis. ça, c'est ça. Je ralentis, je fais le checkpoint et puis j'ai besoin de calme, de me ressourcer. Je pense que quand je serai vieille, je vais vivre dans une montagne loin de tout le monde. Je suis persuadée. Non, j'ai vraiment. Mhm. Enfin, dans une autre vie, j'étais moine, j'en suis persuadée. Ok. J'ai vraiment besoin de mon calme et tout. Donc, bah, j'essaie de le trouver à la maison tous les soirs comme tout le monde. Mais de temps en temps, je vais dans des monastères pour me recueillir. Parfois, je vais dans un monastère chrétien, je ne vais jamais dans l'église. Je suis juste, genre, dans le monastère en train genre, juste me ressourcer, quoi. Mhm. Donc, je ne suis pas attachée au fait que ce soit un monastère chrétien. Ok. C'est juste, j'ai besoin d'un endroit calme. Ok. Voilà. Donc, je me suis dit, on est en Corée, les bouddhistes. À la base, on allait dans un monastère catholique. Sauf que c'était l'été, c'était fermé. Je me suis dit, soyons fous. Mhm. On va aller voir ces gens-là, leurs pratiques, comment ils font. Et en gros, ils donnaient aussi des cours d'art martial bouddhiste. J'ai oublié le nom de l'art martial. Je te dirai ça, tu Ok. pourras mettre ça à l'écran. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis inscrite dans ce monastère-là. Il Ok. fallait passer quelques jours Ok. avec eux. Je trouve. En plus, pour cette année, j'ai l'impression que j'ai beaucoup changé ces derniers mois. Je dirais que je suis dans une phase de changer de direction de vie, plus ou moins. Ça ne se voit pas dans mes actes de quotidien, mais ça se voit, c'est plus dans mon mindset et dans ma façon d'agir. Il y a un shift qui se fait. Mhm. Donc, cet anniversaire a marqué justement ce shift-là. J'avais besoin de reparamétrer un peu les choses. Ok. Ok. Reparamétrer un peu les choses. Bon. J'ai dit beaucoup de choses, Ouais, désolée. non, t'as dit beaucoup de choses et c'est super intéressant. Et en fait, je suis convaincu, plus tu voyages, plus le monde devient petit. Pour citer Youssoupha, je veux que tu nous donnes le jus. Genre, tu vois, moi, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça se passe dans un monastère. Ah! Encore plus un monastère bouddhiste et tout, parce que c'est ce qu'on voit dans les films et tout. Comment est-ce que, comment est-ce qu'ils vivent ces gens-là? Après, j'ai lu pas mal de livres où, en fait, on te raconte un peu des gens, c'est des gens qui, il y a un document de Paolo Coelho, j'oublie le nom du livre en soi, mais qui te raconte quelqu'un qui est allé découvrir un monastère, la pratique et tout. Mais toi, le fait de l'avoir vécu, comment vivent vraiment les moines? Comment vivent les moines? Formidablement bien, j'aimerais être eux. Ah oui, Oui. à ce point. Ouais. En fait, on prend pas le temps, je trouve, après c'est le monde capitaliste qui fait ça, de s'arrêter. Juste s'arrêter et observer tout ce qu'il y a autour. Like, vivre le moment présent. C'est facilement dire, Mhm. mais il faut le vivre, tu vois. On ne prend pas le temps de faire ça, on prend pas le temps de juste ralentir. Moi, parfois, surtout quand ils nous entraînaient à l'art martial, j'ai l'impression que, genre, on a fait fois 0,25. Ok, Tu imagines dans la ralenti. vitesse et tout, c'est ça. Si. Bref, ce Mhm. sont les émotions. Déjà, en général, les monastères sont un peu isolés de la ville. Quoique, bon, à Paris, il y en a quelques-uns, mais ils font en sorte que ce soit vraiment, vraiment calme et tu te sens un peu, bah, comment on dit ça, non? Isolé. Désolé. Ouais, je vais utiliser le mot. Tu te sens un peu isolé. Et de deux, ce sont des personnes qui ont un agenda qui se répète. Ah, moi, j'adore les routines, donc je les adore encore une fois. À l'identique presque tous les jours. Ils se réveillent à la même heure, ils font les mêmes pratiques tous les jours, tous les jours. Par exemple, moi, dans mon monastère, on se réveillait à 5h30 à Hmm. peu près. Enfin, on devait être prêt pour 5h30. Ah oui. Donc, à 5h, on se réveillait. On allait, on faisait, bah, en gros, c'est une sorte de méditation bouddhiste et tout. Après, il y a la partie culte et tout. Tu fais ou tu fais pas selon tes croyances. Donc, tu médites le matin.
assis comme ça avec des mouvements de relaxation, etc. Mhm. Ensuite, ils font un peu d'art martial du coup. Ensuite, ils font ce qu'on appelle la marche méditative. Je l'ai découvert là-bas. Parce que, Ça consiste à quoi la marche méditative? tu dois avoir une vidéo, tu pourras la Ok. partager et tout. Bon, en gros, vous marchez, mais en méditant, quoi. Mais c'est des pas genre vraiment ralentis et tout. Vous vous suivez à la queue leu, etc. Vous faites le même mouvement et tout. Vous vous étirez, en fait. Ok. Et c'est très, 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 très lent. C'est intéressant. C'est un peu space quand tu vois ça de l'extérieur. Mais quand tu le fais, je sais pas, c'est vraiment relaxant. Mhm. Like, c'est vraiment relaxant. Du coup, on finit ça en petit déjeuner. Et en fait, ils sont encore une fois un peu space. Ils mangent, en tout cas dans le monastère où je suis allée, la même nourriture. Peu importe matin, midi ou soir. Donc tu as du riz. Bon, est-ce que c'est une pratique coréenne aussi? Je sais pas. Je pense que tu as du riz avec de la soupe, du tofu. Ils mangent végé, ces Mhm. gens-là. En tout cas, les bonnes bouddhistes. Mhm. Du tofu. Enfin, de la nourriture bonne pour toi, en fait. En fait, tu nourris ton corps, mais de la façon la plus saine possible. Ouais. On finit ça, on se détend un peu, on retourne à l'art martial. Ensuite, on fait de la méditation, Mhm. on mange à midi. Mhm. Tu vois, tu te promènes, tu fais ce que tu veux. Parce que après les repas, chaque fois il y a la marche digestive. Mhm. Moi, je la faisais pas La toujours parce marche. qu'il y avait beaucoup de pentes. Ça Ok. y est, au bout d'un moment. Ouais, ouais. Les Coréens exagèrent avec leur pente. Ça, c'est un truc. Maman, c'est vrai, tout. Il y avait des marches tout le temps et tout. Ils marchaient beaucoup, ce peuple. Hmm. Donc, ensuite, du coup, vous vous détendez, vous faites un peu de balade, vous vous reposez. Ensuite, méditation. Ensuite, repas. Ensuite, dodo. Vous dormez tout en haut, 20h, 21h, comme ça. J'ai- Ok. Ok. Bah, d'après tout ce que tu viens de m'expliquer, bon, je vois Le déroulé. voilà, le déroulé, la ressemblance aussi avec ce que j'ai lu, parce Oui. que j'ai jamais fait, donc ce que j'ai lu et tout. Déjà, ça donne, on a l'impression, donc de ce que je comprends, que en fait, c'est une vie minimaliste, etc. Très. Et, Ah oui, il y a la partie thé aussi, vers 11h. ok, mais est-ce que, c'est quoi leur mantra, c'est quoi leur, en fait, c'est quoi leur, qu'est-ce qui les draine, c'est quoi leur objectif de vie? Leur objectif de vie, c'est de vivre le moment présent. Tout d'abord, les bouddhistes, vivre le moment présent, donner à leur Dieu sa place. En fait, tu fais de ta vie une ode à Dieu. Tu fais de Ok, ta vie une ode à Dieu. Tu es à son service. Et puisque ton corps est la représentation de ce Dieu-là, tu nourris ton corps de la façon la plus saine possible. Tu l'étires, tu la relaxes et tout. Pour être toujours en quiétude, mhm, tu vois. Et pour, par ok, exemple, les moines catholiques et tout, bah, ils sont tout le temps en train de prier et tout. Donc, tu fais encore une fois des odes à Dieu. En fait, ta vie est un sacerdoce pour le Dieu en lequel tu crois de un et de deux. Tu te conformes à la nature que Dieu a. C'est pour ça que tu ne manges pas de viande. hmm, Parce que, c'est bah, vrai, ouais, c'est ça. Tu te conformes à la nature que Dieu a créée. ok, Tu vois. c'est Et tu vivre t'alignes, c'est ça. vraiment en harmonie En avec, harmonie, c'est ça. C'est pour ça que tu te réveilles dès que le soleil se lève. ok, Tu te couches dès que le soleil se couche. franchement, ça, c'est un truc à découvrir. Est-ce que, on parle beaucoup de méditation, tu Mhm. vois? Comment est-ce qu'on médite en soi? Bon, Et- je le pratique, peut-être pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, Mhm. est-ce, peut-être tu as la réponse, mais comment est-ce qu'il faut méditer? C'est quoi méditer? Moi, je suis une fan de méditation. Avant, je pensais que méditer, c'est like stopper son cerveau. Donc, je luttais pour stopper mon cerveau, pour arrêter de penser tout. En fait, non. En fait, c'est dans les banques qui m'appellent ça. Méditer, en fait, c'est accepter l'idée qui te vient et essayer de te refocus à chaque fois sur ton corps. Hmm? Faut que tu ressentes ton corps. Maintenant, parfois, toutes des idées perturbatrices viennent. Mais au Mhm. lieu de lutter pour que l'idée n'a pas, tu la laisses faire son cours et tu reviens encore à l'idée, enfin, à la conscience de ton corps, en Ok. fait. En fait, tu te connectes avec ton corps et tu respires, tu t'harmonises avec ta respiration. Tu suis le flow. C'est ça, du sur le flow. Hmm. C'est ça. Intéressant, intéressant. C'est bien. Est-ce qu'ils sont accueillants? Bon, déjà, les Coréens sont super gentils, mais les Ok. moines encore plus. Ils sont doux. Genre, ils te parlent même pas. Genre,
bah, il y a souvent des gens à l'accueil pour te faire l'entrée, l'onboarding et tout. Et bah, quand tu es avec eux, tu peux leur parler, mais c'est pas les personnes les plus. C'est volubiles qu'on dit, en tout cas les plus bavardes Mhm. du monde. Donc, bah, comme ça et tout. Tu donnes un truc et tout, tu lèves la main et tout. On vient t'aider, ou etc., etc. Et par contre, pendant le thé et tout, bon, vous pouvez parler un petit moment et tout. Si c'est le premier jour, tu te présentes, tu dis d'où tu viens. Et le moine aussi, tu peux lui poser des questions. En gros, bah, moi, je vais poser des questions sur comment est-ce qu'on devient moine. En tout cas, moine Ok. bouddhiste, depuis combien d'années? Parce que moi, j'étais très intriguée. La maîtresse, moi, je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on dit. C'était une femme. Et bon, Mhm. moi, j'étais contente. Je Mhm. me ai demandé comment est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a son cursus, comment est-ce qu'elle dirige du coup le monastère, etc., etc. Comment ils se sont installés là-bas, etc. Ok. C'est un peu son point Installé, culturel. c'est-à-dire, c'était pas c'est pas une coréenne à la base ou. Si, Ok. et non, comment est-ce que le monastère s'est installé là-bas en fait? D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Ben là, je pense que tu as anticipé une question que j'avais, c'est justement dans ce livre de Paulo Coelho, tu vois, on a l'impression en fait que, Ce sont des hommes. oui, ce sont Oui. d'abord que ce sont des hommes, exactement. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois, c'est des mecs qui, quand ils se réveillent, ils marchent dans la nature et les disciples posent toujours des questions au maître ou le Euh, maître, il crée des situations pour hmm, enseigner une leçon de oui, vie oui, à ses disciples. Tu oui, vois? Est-ce oui. que c'est... Oui, Ah ouais, c'est d'accord. ça, c'est ça. Donc dans les marches Non, pas méditatives pendant et la tout ça. marche, par Ok. contre. Pendant le thé, en tout cas, dans le monastère où moi j'étais, pendant le thé, bah, tu poses des questions de vie, tu as une problématique, tu poses des questions, pourquoi te répondre avec sa sagesse qu'il a. Parce que cette personne-là, justement, puisque tu passes beaucoup de temps à réfléchir, tu acquiers une certaine sagesse au fil du temps. Enfin, a priori. Donc, tu peux donner ton retour. Et puis, ce sont des personnes qui s'instruisent beaucoup. Ok. Donc, tu peux donner ton retour par rapport à la situation, etc., etc. Excellent, excellent, excellent. Donc je pense que... Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Oui. ça. Et je vais revenir un peu en arrière et après je vais encore revenir en arrière. As you want. Alors, on a commencé sur les associations. Ok. Oui. Et j'ai vu que il y a, je pense que c'était l'année passée, tu étais retourné au Togo Oui. où tu as mené justement une conférence, une formation. Tu vas nous expliquer un peu où vous vous êtes adressé aux écoliers, Lycée. aux lycéens surtout. Ok. Donc ça merci pour la précision. Moi, je trouve que c'est une très bonne démarche déjà, tu vois, parce que moi, ayant été au lycée, j'aurais aimé avoir ce retour d'expérience de d'autres personnes, tu vois, parce que c'est aussi une chose, après le lycée, on se sent un peu perdu. Tu te sens perdu, tu te dis, ben, je Qu'est-ce fais que je quoi? fais? Ouais. Faut partir. Mais comment est-ce qu'on fait pour partir? On va où? On fait quoi comme Voilà, étude? je veux rester, mais à l'université, il y a plein de disciplines. Comment est-ce que je fais pour choisir? Tu vois, et c'est très intéressant d'avoir des gens qui reviennent avec cet objectif, c'est de partager leur expérience. Donc, je te laisse déjà nous dire, c'était dans quel contexte et comment est-ce que ça s'est passé? Merci beaucoup. L'année dernière, du coup, avec d'autres Togolais engagés auprès d'Article 1, nous étions partis à Lomé organiser la Journée mondiale de l'égalité des chances. C'est quelque chose qui s'organise tous les ans, ici en France. Et nous, étant d'origine togolais, on s'est dit comment est-ce qu'on peut porter cette initiative-là à nos petits frères, petites sœurs togolais, togolaises. Donc c'est dans ce cas-là que nous sommes partis du coup dans un lycée au Togo. À la base, moi je voulais retourner dans mon lycée d'origine, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le public le plus adéquat. En tout cas, je trouve qu'on a, nous, en tout cas moi au lycée, j'avais déjà beaucoup d'intervenants. Donc on a essayé de cibler bon, je dirais pas le lycée le plus précaire, ce n'est Mhm. certainement pas le cas, mais en tout cas un des lycées publics de la capitale. Parce que même au lycée scientifique, c'est vrai que tu n'as pas
accès à beaucoup d'intervenants, mais je suis sûr que tu as plus d'intervenants que quelqu'un dans un lycée. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Donc, Parce qu'après, nous aussi, on était dans une philosophie à notre époque où c'était, allez, vous viviez un peu en autarcie, bossez tout mhm, simplement, et on ne prévoyait pas forcément la fin. Parce que notre objectif, c'est tu bosses bien, tu as une bourse, tu pars. Mais c'est ouais. pas toujours le cas pour tout le Mhm. monde, tu vois. Bah, en plus, j'avais hésité à aller au scientifique bizarrement. Je me disais que c'était déjà mieux que mon lycée. Mais je me suis dit, mais vous, vous devez déjà avoir des intervenants. Donc... Là, c'est. Mais on va faire, hein, dans le but. Là, cette année, on ne le fait pas parce que on s'y prend un peu tard, problème Ok, d'agenda et de financement. Mais on se dit, peut-être ça va être quelque chose qu'on va essayer de faire tous les 2 ans. Dans l'année ok, prochaine, ok. parce que le Bon, scientifique sera de la partie. intéressant. Euh, du coup, nous avons organisé une journée avec plusieurs ateliers, notamment sur déjà se raconter. Parce Mhm. que, en fait, je trouve que c'est un problème de jeunes en général, mais encore plus de jeunes africains. On est trop pudique. Ouais. On a trop peur de se vendre. Alors, si tu ne te vends pas, qui va le faire à ta place? Qui va le... On est trop pauvre pour... Enfin, j'ai vu une vidéo, c'était la dernière fois, je suis d'accord avec la dame. On est trop pauvre pour rester invisible. On est Faut que d'accord. tu cries ce que tu es capable de faire, On est d'accord. sans forcément marcher sur les autres. Donc, en gros, on avait fait un atelier pour ces gens-là, pour leur apprendre comment se valoriser, comment Mhm. raconter leur histoire. Ensuite, un atelier sur les soft skills, tout ce qui est motivation, enfin, l'aide de motivation, Ok. code professionnel, etc., etc. Et nous, en fait, nous sommes des jeunes Togolais, certes, mais qui vivons à l'étranger. On s'est dit, c'est cool, mais et si on apportait à ces jeunes-là des visages de réussite togolais qui n'ont jamais bougé du pays ou presque et Mhm. qui réussissent brillamment? Mhm. Donc l'après-midi, on a fait une table ronde avec notamment le président et fondateur de Choco Togo, Ok. la première usine de chocolaterie au Togo, avec une jeune femme qui travaille à l'ambassade, qui est diplomate Mhm. à l'ambassade du Brésil, une jeune femme de Deloitte et plein d'autres personnes justement qui ont fait leur études au Togo, au Sénégal, en tout cas sur le continent, Mhm. qui ont brillamment réussi pour pouvoir justement apporter un message de positivité à ces gens-là, leur raconter leur parcours, comment ils ou elles ont fait pour arriver là où ils ou elles sont et comment eux aussi peuvent faire ça. Ok. Et moi, en fait, c'était... J'ai fait beaucoup de choses associatives qui m'ont touchée d'une façon ou d'une autre, hein. Mais en tout cas, c'est une des journées qui m'a le plus touchée parce que euh, tu donnes à la communauté. Mais c'est très égoïste de dire ça, mais c'est encore mieux quand tu donnes à ta propre communauté. Parce que tu connais le besoin de ces jeunes-là. Mhm. Et en plus, il y avait un jeune et tout. Je me souviens, il voulait être chirurgien. Il était là, ouais, je suis pas sûre et tout. En tout cas, moi, je suis convaincue que ce jeune-là sera chirurgien. Mhm. Et il y avait aussi un autre jeune. Mhm. Du moment où on avait la preuve, même, genre, en gros, il devait s'inscrire dans un concours et tout, il avait peur. C'est un truc de prise de parole, etc. et Ok. tout. Du coup, il était venu nous vraiment en aparté. Et finalement, après, la directrice du lycée nous a dit qu'il s'est inscrit et qu'il a brillamment réussi et tout. Euh, on en parlait tout à l'heure. Déjà, moi, j'ai deux points. Le premier, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre approche quand vous êtes allé à Lomé, c'est le fait de prendre des gens qui, des figures de réussite hein, dans la communauté pour montrer à ces jeunes-là, lycéens, que c'est possible donc de faire ses études et de réussir au Togo. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce que après le bac, en tout cas, moi, pour ma génération et tout, j'avais cette impression que le fait de ne pas être parti était considéré comme un échec et c'est difficile d'arriver à se reconvaincre, à se dire que je peux toujours y arriver, tu vois. Donc pour moi, je trouve ça déjà super intéressant. Et le second point, donc tu as mentionné le fait d'apprendre à ces jeunes à se valoriser. Ça, franchement, moi, j'ai eu du mal avec, tu vois. Je sais que il faut travailler beaucoup sur soi pour dépasser ce truc-là parce qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur
Ou bon, quand j'ai bossé chez Air France, tu vois, moi, je faisais des trucs que moi, je trouvais basiques. Pour moi, c'est pas ouf. Alors que l'entourage, donc c'est aussi important, tu vois, d'avoir la chance. Moi, j'ai eu cette chance de m'être retrouvé dans un entourage où les collègues euh, m'ont aidé aussi sur ce point. Ils m'ont dit, mais ce que tu fais, mais c'est ouf, tu vois, c'est quelque chose de grand. Ils m'ont présenté à pas mal de monde, tu vois, pour me faire grandir dans ce truc. Donc ça m'a aidé à prendre confiance en moi, de me dire ce que je fais, genre, de mesurer réellement La valeur. la valeur de ce que j'apporte. Tu vois, bon, j'ai remarqué pour la plupart de nous, quand on est étranger et tout, quand on arrive, on a du mal avec ce truc-là. On fait des trucs ouf, alors que tu vas voir quelqu'un, il fait juste un petit truc, c'est pas forcément un truc exercice d'application, mais tellement il va valoriser le truc, il va en parler, tu vas te dire, wouh, c'est seulement ça, tu fais, tu le dis comme ça, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est un très bon point positif. Et bah, on croise les doigts et que, bon, pour les prochaines fois, Ouais, que qu'on ça... puisse pérenniser ça. Bah non, juste pour rebondir vite fait sur ce que tu as dit. Je pense que c'est très culturel. Parce qu'en Afrique, je généralise. Mhm. Je me permets de généraliser. Mais on nous a éduqués avec beaucoup de pudeur. Donc Exact. quand tu fais quelque chose et tout, tu n'as pas besoin... En fait, nous on voit le fait de se vendre comme le fait d'écraser l'autre. Alors que tu peux te vendre sans forcément écraser l'autre. Mhm. Et je pense que c'est encore plus grave chez les femmes. Parce qu'on nous a vraiment, encore plus que les hommes, appris la pudeur. Donc, nous, encore plus. Déjà, on a une communauté invisible, mais on s'invisibilise encore plus. Donc, moi, j'ai deux Mhm. tips. Quand tu fais un truc, quand tu te demandes ce qu'un homme aurait fait, il aurait fait ce qu'il a fait. Tu fais ça. Ou soit tu te demandes ce qu'un Américain aurait fait. Parce que je Mhm. trouve que c'est, en tout cas, le peuple, selon moi, qui se vend le Ouais. plus. Ils ont vraiment cette culture-là de fake it until you make it. Et bon, on ne dit pas de fake it, mais quand tu make ne serait-ce qu'un peu et tout, De le bah montrer. crie-le aussi fort que tu peux. Parce que malheureusement, il y a tellement de bruit autour de nous que si tu ne fais pas ton bruit, en tout cas tu ne sais pas d'émettre ton signal à toi, personne ne va t'entendre. Faut crier Et fort. ouais, c'est ça. Une belle compétence va juste se perdre parmi plein de Mhm. bruit nuisible. Exactement. Exactement. Moi, il y a aussi un livre que j'ai lu, Show Your Work. Mhm. Ça, c'est pour moi, c'est une masterclass, ce livre-là. Et ça m'a beaucoup aidé à bah, comment est-ce que tu montes ton travail. Faut pas que ça soit parfait. Mhm. Vas-y, faut pas être perfectionniste. Tu vois, finalement, tu ne fais rien. Donc, moi, Mhm. ça, c'est un document qui m'a aussi bien aidé Et toi dans aussi, cette. bah, du coup, les personnes qui nous écoutent aussi en tant que manager demain, ce serait bien de justement essayer d'amener les jeunes que tu recevras à savoir se vendre parce que c'est la chance que tu as eue, c'est ce qui Mhm. t'a permis Exact. de savoir que tu peux, tu dois te vendre. Mhm. Parce que si on ne fait pas ça, malheureusement, bah, tes talents meurent quoi, et c'est dommage. Autant pour l'entreprise que pour la personne. Parce que justement, toi aussi, bah, tu peux ne pas savoir que tu es une pépite chez toi Mhm. si tu ne lui as pas appris à te montrer ce Exactement. qu'il ou elle vaut Exactement. réellement. Bon, en tout cas, grand merci à Article 1. Bon, je ne les connais pas, je connais Shout rien, out. mais franchement, pour ce beau projet qui a été initié au Togo, Mm, franchement, merci. Et on reste en prière que, voilà, que ça ça se donne pérennise. plus d'éléments, voilà, Mm. on en a vraiment besoin. Je vais encore retourner en arrière. On a parlé de Black Story Bar, et on a parlé d'engagement, on a parlé des valeurs africaines, mais je sais que je t'ai vu à la conférence Back to Africa. Alors, qui est organisée par, je pense, Le Philippe très Simo grand Philippe et son Simo. équipe, et où il invite des figures de réussite comme Stan, Zézé, etc. Est-ce que tu t'inscris dans cette dynamique d'un retour en Afrique? Après, tu peux en parler si tu veux ou pas même. Est-ce que tu t'inscris dans cette dynamique? Qu'est-ce que le bac sur Africa finalement? Parce que, enfin, une chose est sûre, enfin, je suis née, j'ai grandi au Togo, donc je suis fortement attachée à ce continent-là. Donc,
Est-ce que le Back to Africa, c'est tout simplement retourner définitivement sur le continent ou est-ce utiliser les compétences et le talent, en tout cas que j'ai ou en tout cas que j'ai pu développer sur le continent européen pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice africain? C'est la question à se poser. Si j'ai une opportunité de travail, enfin, à la fin de la journée, pour payer les factures et mettre la daronne à l'abri, et que l'opportunité se trouve en Afrique, j'y retournerai. Je n'ai pas de. Enfin, à l'époque, j'avais une idée fixe de où est-ce que je voulais que la vie me drive, mais encore une fois, je t'ai dit aujourd'hui que je suis en reparamétrage. Mhm. Donc, certainement que je mourrai sur mon continent, mais à quel moment est-ce que je ferai ce back to Africa là? Je t'avouerai qu'aujourd'hui, ce n'est pas totalement clair. Ok. Alors, quand on écoute Stan Zézé parler pendant, je sais pas combien de minutes, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce monsieur? Parce que moi, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai suivi ses podcasts sur pas mal de choses, mais qu'est-ce que tu, tu as, comment dire, noté de cette conférence-là? Et qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous qui n'y avons pas assisté? C'est pas des chaussettes rouges. Non, je rigole. Le mot chaussette rouge. Non, c'est pas rouge. Mais en tout cas, ce qui me marque chez Monsieur Stanislas Zézé, c'est son envie. En tout cas, je trouve qu'il dégage ça de transmettre et d'apprendre aux jeunes comment on fait pour arriver là où il est. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas une personne qui a envie de réussir tout seul. Il a envie d'emporter tout le monde dans sa réussite. C'est pour ça, je trouve que c'est un des entrepreneurs africains qui fait le plus de podcasts, de Mhm. conférences. Il est tout le temps Ouais. là à HEC, ESCP, etc., etc. Tout ça dans le but de pouvoir transmettre ce que lui, il a pu apprendre au cours de sa vie à ces jeunes-là pour leur faire gagner des années Mhm. d'expérience. Donc, je pense que ce qu'il faudrait retenir, c'est que la richesse est dans le partage et qu'il ne faut pas oublier. Enfin, déjà, il ne faut pas vouloir réussir tout seul. Il ne faut pas oublier les gens qui sont à l'endroit qu'on a quitté hier. Mhm. Il faut savoir retourner, regarder en arrière, se dire comment est-ce que je tends la main à une des personnes là-bas pour qu'elle puisse me rejoindre aujourd'hui et justement enseigner à cette personne-là. En fait, bon, pas de stade, mais je dirais que on est tous responsables de. Enfin, on est tous responsables des autres êtres humains, consciemment ou inconsciemment. Si un grand frère me disait ça récemment, si tu as une belle villa et que tout le monde autour de toi a des maisons en cailloux, le jour où il va pleuvoir et qu'ils vont être inondés, ils vont prendre les cailloux là pour casser tes vitres et ta villa. Mhm. Donc il faut que tu puisses les emporter dans Mhm. ton ascension. Et je trouve que, en tout cas, Stanislas représente très bien ce mindset-là, il essaie de l'exécuter. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai dans sa vie de tous les jours. Ok. Non, mais c'est très bien dit. Et je pense qu'on va faire en même temps la transition pour parler de l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui sur Hmm. une carrière. Toi, tu partages beaucoup de choses sur LinkedIn notamment Tu et trouves? ouais. Moi, je trouve pas. Ah ouais, moi en tout cas, j'ai reparcouru tout. Mais J'ai vu que tu partages énormément de choses. pas tant que ça. Pas forcément régulièrement, mais il y a un Oui, bon, il y a un... il y a un bon En fait, je ratio. parle pas forcément de quantité, mais Euh, de qualité. qualité, de pertinence Thank you. de de ce qui est écrit, de ce qui est réalisé surtout. Thank you. Euh, Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, partager ses réalisations sur LinkedIn ouvre crée des opportunités pour des Oh, gens? Parce que tu vois, on entend ce truc de bah, oh, LinkedIn, partager, faire des trucs, que ça ouvre des opportunités. Mais est-ce que toi, tu as peut-être une anecdote ou tu as quelque chose à dire par rapport à ça? je l'ai dit en préambule, enfin en préambule, en tout cas un peu plus haut que on est trop pauvre pour rester invisible. Et en fait, crier. Il faut, Mm. enfin, peu importe le canal, LinkedIn, enfin, c'est un bon exemple, mais peu importe le canal, aujourd'hui, je pense que malheureusement, heureusement, il faut savoir se vendre, il faut savoir attirer la lumière vers soi. Moi, j'ai vu le. En tout cas, il y a eu un shift dans mon cerveau sur LinkedIn en particulier. Je pense que c'était
fin 2022, début 2023, si j'ai bonne mémoire, où une personne de chez Accenture, alors que je cherchais pas du tout du boulot, Ok. m'avait contacté pour du boulot. Parce que là, ici, il a dû se tromper. J'étais persuadée que la personne s'était trompée. Tu vois, la personne m'a envoyé un message sur LinkedIn, m'a demandé mon mail, m'a envoyé un mail et tout, avec un call et tout. J'étais là. Je- Mm. tu vois? Mhm. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est un coup de bol. Sauf que ça s'est reproduit. Et aujourd'hui, en moyenne, je reçois peut-être deux, trois, ouais, pas toutes les semaines, mais au moins une semaine sur deux, mais je dirais 3 fois par mois en moyenne des offres d'emploi. Alors que je ne suis même pas en recherche. Mhm. Et il y a des personnes selon le profil et tout, enfin, selon la qualité du procédé, je dis, est-ce que je pourrais vous contacter au moment où je serai en besoin, etc., etc. Exactement. Tu vois. En France, en Espagne, en Suisse. Pourquoi en Suisse? Mm. Et à chaque fois, enfin, je suis étonnée. Enfin, ça fait plaisir à mon ego, on va pas se mentir. Mais ça me rassure aussi sur le fait qu'en fait, il faut crier. Faut Il faut crier. crier. Il faut se rendre visible. Il faut utiliser les canaux de communication qu'on a aujourd'hui. En tout cas, autant qu'on peut. Mhm. Parce qu'au final, si tu ne poses jamais et que tu viens poser que tu as emploi, c'est bien, hein? Mais c'est comme quelqu'un à qui tu passes devant quelqu'un tous les jours, tu ne le salues jamais. Et le jour, tu as besoin de lui demander un service et tu t'arrêtes Tu pour le gères. saluer. Mm. Si la personne veut, elle peut t'aider. Mais Mais moi, je sinon, vais dire, ah, tu passes, enfin, mm, tu vois. c'était Donc, c'est ça, pas. il faut cultiver ça. Il faut, comment on dit, anticiper le besoin Mhm. et commencer justement par mettre en place les choses pour qu'au moment où le besoin se présente, Mhm. bah, tu as déjà toutes les armes pour pouvoir te Ouais. défendre. Ouais. Et juste pour rajouter, moi, tu vois, la création de contenu, je pense, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu montres ton travail, non seulement ça, mais tu, parfois, on a l'impression que le travail, ce qu'on fait n'est pas forcément vu par des gens. Oui. Et moi, j'ai été étonné à certains endroits où j'arrive, et puis on me dit, bah, quelqu'un que j'ai jamais vu, il dit, bah, lui, je le connais. Mhm. Il crée des contenus, il fait ci, il fait ça. Tu vois, ça fait, non seulement ça fait plaisir, mais c'est, mine de rien, la personne va te parler d'une vidéo que tu as postée, de ce qu'il a appris, ça devient une discussion entre toi et la personne. Ça, non seulement ça t'ouvre des potes, ça ouvre ton réseau d'une manière ou d'une autre, mais tu sens que tu as de l'impact Tu es sur la bonne et voie. voilà. Mhm. Et aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que Pardon. les gens, ils ne viennent pas vers toi. Quand, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire une collaboration avec quelqu'un, je vais pas aller chercher quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Oui. Tu vois, je Là, vais plutôt aller chercher quelqu'un qui a déjà posté un truc. Quand je dis collaboration, collaboration dans oui, mon oui, domaine, oui. la réalisation, etc. Quelqu'un qui a déjà posté un truc, même si c'est petit. Donc, je vais plutôt le chercher. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est en faisant que on crée aussi, on est attiré vers les bonnes personnes, on a des meilleures opportunités. Et même, j'irais même plus loin. Tu ne sais, au-delà de ce que ça t'apporte en tant que personne, tu ne te rends pas compte de l'impact, ou en tout cas de la portée de ce que tu fais. Moi, enfin, en plus, c'est bien que je m'en souviens là parce que vraiment j'avais les larmes aux yeux. J'étais partie à un événement associatif il n'y a pas longtemps et tout. Et j'étais dans le rush, j'étais en retard et tout, j'étais dans le rush. Et une fille, toi, me dit Jacqueline, Jacqueline. Moi, je suis pas très physionomiste, donc je me dis, Mm, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, que j'ai oublié tout. Mais je la regarde, ça me dit rien. mm, Donc je me dis, bon, peut-être qu'elle parle du nom de Jacqueline. Je me dis, Jacqueline, Jacqueline. Donc oui, je te connais de LinkedIn et tout. Bon, mm, ok, good for you. Mais mm, moi, je suis pressée en fait, tu vois. mm, Elle me dit, oui, oui, il faut que je te parle et tout. Elle me dit, oui, en fait, cette asso, je l'ai rejoint parce que j'étais vue sur LinkedIn. J'étais là. En fait, mm. genre, j'ai vu ton post sur LinkedIn et tout. Et du coup, finalement, j'ai demandé dans ma région et tout. Je suis rentrée chez moi. En fait, tout ce qui s'est fait dans la journée, je sais plus, j'ai oublié, mais c'était le moment le plus marquant. Je me suis dit, oh, je Mhm. ne sais pas ce que cette personne-là va faire pour cette association-là, mais Mm. je sais que, bah, je ne sais pas comment de s'est passé sur le poste en question, mais Mhm. ça a fait un truc. Je ne sais pas comment te dire, je ne trouve pas le Non. mot, je risque de pleurer, mais ça Mm, m'avait tellement ému. Je me suis dit, oh, wow, mm, I'm doing something. mm. Non, Tu bref. vois,
Ça, c'est clair. Et moi, tu m'as parlé d'articles, Mhm, tu m'as parlé de d'autres associations quand mhm, on n'a pas commencé par enregistrer et tout, mhm. mais moi, ça me donne quand même envie après d'aller chercher aussi, tu vois. Pour Parce voir ce qu'ils que, font. ouais, ça Est-ce c'est. qu'on peut faire la pub à l'article là? Bien sûr. On dit mentorat pour les étudiants. Ça s'appelle demain.org. Donc vous allez, vous dites votre besoin. Est-ce que vous avez besoin de soutien en anglais, euh, de la relecture de votre CV, l'aide de motivation, etc., etc. Et on vous trouve un mentor qui matche ces demandes-là dans votre secteur ou pas, selon ce que vous demandez. Et c'est un accompagnement de 6 mois renouvelable. Tu as dit demain.org, c'est Demain, ça? ouais. Demain, le I, c'est un. Comme Ok. article 1. Après, si vous tapez article 1 demain, c'est un truc de mentorat aussi aux États-Unis. En gros, eux, c'est pour l'accompagnement pour les personnes qui veulent étudier all around the world. Donc, il y a des mentors sur différentes thématiques. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme d'ailleurs. Ça s'appelle Pico On Carrière. a parlé de se montrer, de Hmm. montrer son travail, surtout pas forcément se montrer, mais montrer son travail. Parce que après, si tu montres ton travail, on saura qui est derrière. Hmm. Est-ce... Ouais, vas-y. Désolée, je ne Ouais, veux pas dis-moi. te couper. Mais les gens pensent que, et moi aussi je le pense en vrai, je ne dis pas que c'est facile de se montrer. Hein. J'ai On est deux d'accord. pauses que je dois faire depuis 2 semaines. Je suis là. En fait, il faut le faire. Mais au-delà de ça, les gens pensent qu'ils sont obligés de montrer leur vie perso. Alors que pas du tout. Tu peux faire du contenu sur totalement autre chose. Et les gens ne sauront jamais qui tu es. Qui est En tout derrière? cas, ils ne sauront pas la totalité de ta personnalité, mais juste un pan. Il faut réfléchir au pan qui te servira le plus et là où tu as besoin. Enfin, le risque de me répéter, le pan de ta vie dans lequel tu as besoin que les gens viennent à toi. Et je suis développe ce pan-là. Ça peut être enfin en informatique, ça peut Mhm, être. Moi, je peux parler la story bar. Je mhm, parle des gens, je ne parle presque jamais de moi. mhm. Donc, tu n'es pas obligé de. Dans la vie, ma vie intime, Après, je don't care, tu les peux gens s'en créer des foutent. contenus sans faire voir ton visage aussi. Donc Aussi, aujourd'hui, il y enfin, a 10 000 aussi, moyens ouais. de montrer son C'est travail, quoi. ça. Surtout sur LinkedIn, enfin, tu montres jamais ton visage. Alors, on aborde je veux dire, la dernière partie de cette discussion dans la zone 30, cette zone de ralentissement, justement, Là, beaucoup ralenti. énormément. Et ce dont je voulais parler, c'est comment est-ce qu'on fait hein, on sait que quand, de base, quand tu es étranger, aujourd'hui en France, c'est pas facile. Donc moi, j'ai pas mal de retours où ce truc de racisme, tu vois, existe encore, malheureusement. Euh, tous les Français ne sont pas comme ça, il faut le dire aussi. Ben, tu as Il y encore de en ces a, trucs ouais. dans pas mal de domaines, dans pas mal de secteurs, je veux dire. Je sais que quand tu es un homme, c'est déjà compliqué. Mais quand tu es encore en plus Une femme. une femme, j'ai eu pas mal de retours de mon entourage. Je sais que c'est pas évident, tu vois. Mais toi, comment tu fais justement pour passer au-dessus de tous ces mots-là et arriver à te montrer, à montrer ton travail et à exceller comme tu le fais aujourd'hui, il faut le dire. Euh, de toute façon, le fond de verre, il est là. Les chiffres sont là. Enfin, c'est quelque chose de factuel. Donc, moi, en tout cas, à mon échelle, j'essaie de me dire que, de toute façon, j'ai plusieurs tâches, je dirais ça comme ça, en tout cas, plusieurs zones de ralentissement ou plusieurs choses qui me ralentissent. Je suis une femme, je suis étrangère, je suis noire, et on pourrait continuer longtemps que ça. J'habite peut-être pas dans le meilleur des quartiers, etc., etc., etc. Parce que ça aussi, ça joue. Il n'y a Mm. pas le bonheur de famille, etc., etc. Mais j'essaie juste de faire en sorte que la compétence que je suis capable de délivrer pour un poste soit tellement high que la personne qui me recrute fasse abstraction de ça et se dise que si il ou elle est raciste et discrimine ses autres candidats pour ça, se disent, ah, cette personne est tellement compétente que malgré ça, je vais quand même la prendre. Après, est-ce que ça veut dire que du coup, je suis prête à me retrouver dans un environnement toxique? Je pense que, en fait, on a tous le droit d'avoir nos idées, d'avoir nos points de vue. Mais tant que tu ne ramènes pas ça dans l'environnement du travail, moi, ça ne me regarde pas ce que tu penses de Mhm, moi. mhm. Est-ce que tu penses que je suis compétente de un? Est-ce que tu peux travailler ton racisme
et être capable de communiquer avec moi pour qu'on puisse faire le travail pour lequel nous sommes payés tous les deux. Tant que tu as ces deux choses-là, raciste ou pas, si tu, en fait, si tu ne m'agresses pas directement, ok. Je trouve que ça m'allège beaucoup le travail parce que si tu veux à chaque fois analyser chaque micro-agression, c'est de la pression en plus que tu t'ajoutes. Et moi, j'essaie de m'éviter cette pression-là. Même au moment de postuler, moi, je suis une folle, mes amis me disent ça. Je peux postuler à 200, 300 offres en l'espace d'une, 2 semaines et tout. Donc, je me dis, les gens vont me discriminer, ils vont dire, ah, c'est là, capable. Mais forcément, ça va tomber entre les mains de quelqu'un. Je disais que puisque ce plafond de verre existe, il faut adopter une façon de penser comme voudrait à nos amis les stoïques. C'est-à-dire que les choses que tu ne peux pas gérer, bah, tu ne peux pas les gérer. Donc, je trouve que ça ne sert à rien d'y penser ou de ressasser ça. Donc, tu te concentres sur ce que tu peux gérer et tu essaies de maximiser tes chances au possible dans ton champ d'action. Donc, c'est ce que moi j'essaie de faire. Et puis, bah, pour les croyants, il faut prier Dieu en plus. Et puis, je pense que tu pourras faire ton bout de chemin. Tu pourras faire pas mal de choses quand même. Alors, tu as tellement si bien résumé la chose et j'aime bien ce mot de fin que j'ai plus rien à rajouter. En fait, je préfère conclure donc ce podcast du coup sur ces mots. Et encore une fois, un grand merci franchement pour la distance que tu as fait, ta disponibilité, faites plutôt ta disponibilité et tout. Franchement, ça me touche et je suis très ravi de t'avoir reçu en première position sur ce podcast. Tout ce que je souhaite pour tous ces beaux projets, pour tous ces combats que tu mènes, c'est dans un premier temps que tu puisses atteindre tes objectifs en ce qui concerne tous tes projets, que tout ce que tu donnes à ta communauté te revienne aussi. C'est vraiment gentil. Je sais pas si tu as un mot de fin aussi, peut-être pour clôturer. Moi, ce que j'allais dire à l'intention de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est une phrase. Je ne sais pas si elle est écrite quelque part, mais il faudrait peut-être que je la brevette. Mais c'est qu'il faut oser. Ose et le reste se construire autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin. Le perfectionnisme nous tue. Moi, la première. Donc, osons et puis, au pire des cas, tu te loupes quoi. Et alors? Enfin, franchement, dans 2 ans, dans 6 mois, tu auras oublié. Donc, il faut oser se lancer, se casser la gueule. Personne n'en est jamais mort. Donc, osons. Et à toi, enfin, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur et une joie. Et continue. Je pense que tu tiens un bon bout là. Continue parce que c'est important d'avoir bah, des messages d'espoir, des récits positifs et aussi tu sais, c'est comme si tu es en train de comment dire à travers tous les podcasts, en tout cas l'idée de tous les podcasts que tu m'as dit, faire le chemin pour nos jeunes frères. Et je pense que ça représentera justement un vivier qu'ils pourront venir consulter pour se dire, ah, en fait, bah, mes grands-frères sont passés par là. Ça leur a pas mal réussi. Pourquoi est-ce que je ne tenterais pas quelque chose comme ça? Donc, merci pour ce travail que tu fais là. Thank you for paving the way.